L'addiction ou la dépendance ou assuétude est l'envie répétée et irrépressible de consommer une substance nocive en dépit des efforts répétés du sujet pour s'en détacher. Allez, ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas publié sur cette chaîne. Donc je vais faire une courte vidéo que j'aimerais bien courte, en tout cas synthétique, pour vous parler de l'histoire de mes dépendances et de mes addictions. Parce que quand j'ai publié pour la première fois cet hiver, certaines personnes qui me connaissaient ne savaient pas que j'avais eu un passif avec la drogue. Un passif qui est peut-être d'ailleurs encore actif. En fait, c'est tout l'objet de la vidéo. Je vais déjà essayer de faire un récap, une espèce d'historique de mes dépendances pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Allez, en route mauvaise troupe. Je précise que le cadre est celui-ci. En fait, je ne suis pas chez moi. J'étais hébergée chez mon beau-père pendant tout le temps où j'étais revenue en Auvergne. Et là, il se trouve que depuis un mois, j'ai dû m'écarter de la ville dans laquelle j'étais et aller vraiment à la campagne. Là, on est sur un chantier, hein, ça se voit pas. Je suis hébergée par un ami parce qu'il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai eu besoin de me mettre au vert. Voilà, et ça, j'y reviendrai. Donc là, je suis dans une période de vie, un petit peu pour contextualiser. Ça fait 4 mois que je n'ai pas publié sur cette chaîne. Il y a eu cette poussée de Crohn, cette fameuse poussée de Crohn. Je peux vous renvoyer à ma vidéo sur la maladie de Crohn où j'avais fait un vlog. Et puis après ça, en fait, j'ai arrêté mon travail de libraire, hein, c'était un CDD, en attendant de rejoindre ma ville et ma région de cœur qui se trouve être Saint-Malo. Donc là, je suis en Auvergne et j'y suis encore. Et ça traîne parce que je vais habiter un meublé en fait qui va être géré par moi et ma future collaboratrice. Enfin bon bref, ce sont des détails un petit peu chiants, mais en gros ça prend du retard parce que l'appartement meublé que je vais occuper est un truc neuf et qui tarde à être construit. Donc ce départ que moi j'avais imaginé après le 8-9 avril n'est toujours pas effectif parce que la construction de cet appartement prend du retard et que c'est ma seule alternative pour retrouver Saint-Malo. Voilà, donc il y a eu plusieurs choses qui sont passées ces derniers mois. J'ai arrêté le travail, ce CDD de libraire, et je me suis retrouvée en fait en manque d'élan vital complet. Hein, je suis malade, je suis malade mentale, n'ayons pas peur des termes, mais à la rigueur renversons les stigmates. Je pense qu'il est bien de revendiquer même ce terme, voilà. Hein, je suis malade mentale et je n'ai pas à en avoir honte. J'ai une santé mentale qui est assez fragile et là je manquais vraiment d'élan vital, je manquais d'envie, je manquais de motivation et ça pendant 2-3 mois là que j'ai pas donné beaucoup de mes nouvelles. Donc l'addiction, j'ai commencé le tabac début lycée. Je vais laisser un peu le tabac à part dans cette vidéo pour me concentrer sur les addictions aux drogues dites dures, même si pour moi cette notion de drogue dure et de drogue douce est un petit peu désuète et devrait être revue. Donc j'ai commencé à fumer du THC, donc du pétard, à mon entrée en seconde. Ça a duré un an. Ça a duré un an, j'en fumais beaucoup, j'en fumais énormément, je tapais des douilles, voilà. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, c'est des banques, quoi, voilà. Merde. C'est pas bien. Donc je tapais des douilles, ça a duré un an. Et en fait, ça s'est révélé être une très mauvaise substance pour moi parce que le THC, en fait, le shit, hein, la bœuf un petit peu moins, ça donne du relief à l'imperfection. Ça m'enferme dans une bulle de paranoïa et c'est assez terrible. Donc à cette période, c'est aussi la période à laquelle on me diagnostique la maladie de Crohn. Voilà, donc arrive ensuite à peu près, bon là l'alcool, j'ai commencé à prendre mes premières cuites vraiment assez sévères quoi. Ayant cette nature déjà, cette prédisposition à être addict, je faisais pas les choses à moitié quoi, j'y allais bien. Si bien que mon prof de théâtre à l'époque, on jouait Tchekhov en terminale, m'a fait jouer le rôle d'Anna pour ceux qui connaissent la pièce La Cerisée, enfin voilà de Tchekhov, parce que je lui avais vomi sur les chaussures pendant une représentation parce que j'avais trop bu. Je devrais pas en rire. C'est pas bien. Mais cette vidéo est tellement pas drôle qu'il vaut mieux en rire. Donc voilà, pétard, alcool, et puis arrive la fin du lycée où je commence à aller en teuf et je prends mon premier taz, donc de l'ecstasy, voilà. Je prends mon premier taz,
S'ensuit ensuite toute cette période où ecstasy, speed, LSD, champignons. Entre mon bac, période de terminale, et ma première année de licence, j'ai eu 2 ans où j'étais vraiment tous les week-ends rêve party. Ici en Auvergne, on a un patrimoine naturel exceptionnel, donc forcément, c'est d'autant plus chouette. Moi, ça me paraissait complètement subversif, incroyable d'aller là-bas à l'époque, alors que bon, c'est un autre propos. En tout cas, j'y allais bien pour me mettre la tête et je l'ai fait correctement. Je le dis avec le sourire, mais encore une fois, tout ça n'est pas la promotion de la prise de produits stupéfiants, bien au contraire. Du coup, voilà, Taz, LSD, speed, cocaïne, mais tout ça à l'époque ne se faisait pas en intraveineuse, bien entendu. Tout ça se faisait par voie orale ou par sniff. Donc il y a cette période de teuf où j'ai connu tous ces produits et j'étais guide touristique dans un château qui s'appelle le château de Chazeron, juste au-dessus de Volvic, voilà, juste au-dessus de la ville à laquelle j'habitais. Et j'ai commencé à prendre de l'héroïne un an, allez, quelques mois avant que je fasse ma première péritonite. Donc du coup, je ressors de l'hôpital sevré de l'héroïne, mais avec des paquets de morphine, des boîtes de morphine de Skenan. C'est du sulfate de morphine, mais à gogo quoi. Donc j'avais eu 3 péridurales, une couverture de la douleur assez importante, de la kétamine, etc. Et donc je ressors avec ça, je me retrouve en HAD, c'est-à-dire une hospitalisation à domicile, avec donc une colostomie, hein, un anus artificiel sur le ventre. J'étais vraiment désappareillée, j'avais plus que ma sonde alimentaire, et je tournais autour de mon putain de pied à perche chez moi, comme une malheureuse, là, comme un petit squelette. Et puis j'ai fait une tuberculose et une pyélonéphrite. En fait, c'est le traitement de la tuberculose, c'est la trithérapie de la tuberculose qui m'a abîmé les reins et qui a amené la pyélonéphrite. Et après la pyélonéphrite, mon infirmier m'injectait un antibiotique, de la rosifine pour ceux qui connaissent, en intramusculaire. Il laissait ses seringues chez moi. Tiens, j'avais d'un côté des seringues et de l'autre plein de morphine. Et j'avais bien compris, j'avais gardé contact, hein, plus ou moins, avec mes anciens compagnons de défense, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, et j'avais bien constaté que dans la rue, en fait, ce qui prévalait maintenant sur l'héroïne, c'était ce putain de Skenan, c'était de la morphine. Et moi, j'en avais la blinde dans ma chambre. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Un jour où je m'ennuyais, je me suis dit, putain, j'avais commencé par la sniffer au début, par ouvrir les capsules et la sniffer. Puis un jour, j'étais bien tentée parce que je pense que je ne serais jamais devenue injectrice, j'en suis même certaine, parce que j'en ai discuté avec certains de mes addictos, dont le grand professeur C, qui nous a quittés, enfin, un addictologue qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a beaucoup appris sur moi. Et donc, en fait, comme je suis passée par toutes ces étapes de chirurgie, où on m'a ouvert le ventre, où on m'a posé des cathéters, un système de bac, de piscine, donc j'avais le ventre littéralement ouvert. Enfin, pour moi, une piqûre, c'était plus rien. Donc, voilà, j'ai fait ma première injection de morphine. J'ai foutu ça vraiment dans une cuillère. J'ai ouvert la capsule, j'ai foutu ça, je me suis injectée. Avec les seringues que mon infirmier avait laissées. Qui étaient des seringues faites pour de l'intramusculaire, pas pour de l'IV, quoi. Donc, la première fois où je me suis injectée du Skenan, j'ai su que j'étais foutue. Commence donc cette période d'injection de Skenan, de morphine, où c'est terrible parce que tu t'isoles de tes amis, enfin bon, la drogue, la dépendance très forte, quoi, l'injection, tu te réveilles, t'es en manque, la première chose à laquelle tu penses, c'est t'es en transpiration, quoi, c'est piqué. Donc ça a duré 3 ans et j'étais en manches longues tous les étés. Je vais essayer de pas trop m'éloigner du propos. Donc voilà, j'avais des manches longues en hiver comme en été. Je commençais à plus trouver mes veines, donc à tricoter, hein, comme on dit dans le jargon des injecteurs. Donc à fouiller vraiment dans l'artère, parce que j'ai commencé non pas avec des insulines, donc des toutes petites seringues, mais comme je l'ai dit, avec des seringues intramusculaires, donc avec des bêtes d'aiguilles. C'était n'importe quoi, j'ai vraiment touché toutes les artères, bon, je dégarrotais pas, enfin bon, c'était un massacre. Donc il y a eu cette période, et au bout de 3 ans, il y a ce moment qui m'a fait réaliser que là, c'était stop. Et c'est une anecdote, pour ceux qui sont sensibles,
Je sais pas si je peux mettre un timecode en dessous de la vidéo, si je vais m'emmerder à faire ça. Mais pour ceux qui sont sensibles, passez ça. Un matin où forcément je me réveille voilà, complètement en manque, besoin de morphine, besoin de mon Skénan, je ne trouve pas mes veines. J'habitais encore chez ma mère à ce moment-là et en fait j'ai, au bout de quoi, une demi-heure, vraiment à piquer dans tous les sens, au pli du coude et à ne rien trouver, et ben en fait j'habitais à 700 mètres de l'hôpital, je suis allée à l'hôpital et à la faveur on va dire de ma maladie de Crohn, parce qu'ils me connaissaient bien du coup, j'avais mes cicatrices etc, j'ai faim d'avoir eu mal au ventre et donc du coup je me suis fait hospitaliser, ils m'ont posé un cathéter, c'était bien l'objet, le but de l'opération. Ils me posent ce cathéter et moi je récupère mes affaires, j'enlève ma blouse d'hôpital, je récupère mes affaires et je recours chez ma mère. Et donc voilà, j'avais mon cathéter de poser pour pouvoir m'injecter la morphine. C'était dans des seringues de 2 ml, hein, donc t'enlevais l'aiguille, t'avais juste la seringue. Le cathéter il a duré 4-5 jours parce que je faisais des petites rinsures etc. Il s'est vite bloqué et là tu te rends compte que putain de merde quoi. Putain de merde. C'est pas la seule anecdote, mais c'en est une assez marquante. Et donc tu te dis, putain, là c'est chaud, c'est plus possible. Je suis allée me faire poser un cathéter pour m'injecter ma morphine, c'est pas cool. Donc je me suis fait hospitaliser une première fois au CMP, donc dans le privé, dans le public, donc au centre médico-psychologique de la ville de Clermont-Ferrand. Donc ce centre médico-psychologique de la ville de Clermont-Ferrand, où j'étais suivie par le professeur PC, qui était pour moi, enfin qui était vraiment, voilà, je l'ai dit, un addictologue incroyable, il a beaucoup joué dans ma compréhension de moi et il m'a beaucoup aidé, mais c'est pas lui qui gérait les services. Donc si tu veux, j'allais dans un service public où là, t'as vraiment des chambres d'isolement avec des gens qui crient, qui sont dans le mal-être, pas possible, toutes les pathologies un petit peu mélangées, complètement mélangé quoi. Donc t'as du schizo, t'as de la bipolarité, t'as des personnes qui sont en train de faire des bouffées délirantes, t'as des bipolaires en phase maniaque, t'as des bipolaires en phase dépressif, t'as des addicts, beaucoup d'addicts et de personnes qu'on sait pas trop où mettre. Et donc moi je me retrouve là en chambre double avec une vieille dame complètement dépressive, la pauvre. On m'a gardé une semaine, donc sevrée de la morphine pendant 3 jours, on m'a foutu en manque, mais vraiment les sevrages à l'arrache. Voilà, on m'a foutu en manque avant d'introduire du Subutex. Et ce Subutex, c'est un médicament, d'où son nom, sublingual. Donc en fait, il aurait fallu que je le prenne, que je le laisse fondre sous la langue. Mais il y a un tel manque de moyens et de personnel dans les hôpitaux et notamment en psychiatrie, qu'en fait les infirmières n'avaient pas le temps de regarder si ça fond. Donc elles me le faisaient avaler. Donc si tu veux, le cachet, il perdait, j'avais 15% de la potentialité du médicament quoi. Je n'avais rien. Elle me faisait avaler un cachet sublingual. On en est là. On en était là, c'était en 2011, je crois. On était là en 2011 dans les services de psychiatrie publique. Je n'ose même pas imaginer où on en est aujourd'hui. J'arrive à la suite. Donc ce sevrage, je suis au Subutex, ça tient quelques mois. Hein. Ils m'ont gardé hospitalisé 10 jours. Il y a un turnover permanent. Merci mademoiselle, vous êtes au Sub dégagé. Et puis, au bout de 7 mois, je rechute. Sauf que, ce cher addictologue était décédé pile au moment où je rechute et je recommence à me piquer à la morphine. Et donc là, il s'avère que du coup, je cherche toutes les cliniques dans ma région. Il y en a une clinique privée qui s'appelle les Grands Prés. Et voilà, donc c'est une clinique privée au milieu de la montagne, incroyable, avec des sapins. Vraiment une clinique qui fait très belle, très propre sur elle. Alors attention, aujourd'hui ça a été racheté par Orpea. Orpea qui rachète toute la géronto et toute la psychiatrie. Voilà, formidable. Du coup, j'arrive le jour de mon anniversaire et ils m'ont gardé 3 mois. Cette fois-ci, je tombe sur mon deuxième psychiatre avec lequel j'aurai une bonne alliance thérapeutique, avec lequel vraiment on va pouvoir ouvrir un dialogue, sur le docteur V. Donc 3 mois, on me remet au Subutex, mais cette fois-ci on me garde bien. Alors ça doit être dans le privé, et ça je le précise, j'avais la CMU à l'époque, d'accord. J'avais la couverture maladie universelle. Toujours est-il que ça ne m'a pas empêché d'être hospitalisée, simplement tu n'as pas le droit à la chambre simple. Si tu veux la chambre simple, il faut te payer une petite mutuelle. Sinon tu as tous les services, hein, voilà.
Donc, il y a vraiment une différence entre le privé et le public. En matière de psychiatrie, ça c'est clair et net. Dans le privé, notamment dans la clinique dont je vous parle, il n'y a pas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, donc il n'y a pas d'HDT, et il n'y a pas d'HO, d'hospitalisation d'office, c'est-à-dire d'hospitalisation par l'État, ou c'est le procureur qui te met là. Donc tout le monde est là de son plein gré, donc tu n'as pas de chambre d'isolement, donc c'est quand même un petit peu plus doux comme climat, tu vois. Puis tu as le droit de sortir, on t'enlève pas tes... Non, si, on t'enlève tes lacets. Mais voilà, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus cool. Je sors donc libérée de la morphine, je suis substituée, tout va bien, je m'injecte plus. Je pense que j'ai à peu près, c'est très flou pour moi, je pense que j'ai à peu près 25-26 ans à cette époque. Euh, et là, en fait, j'ai toute une période où je fréquente un lieu qui s'appelle le Raymond Bar. J'aide mon meilleur ami à organiser des concerts là-bas. Et alors, attention, c'est certainement pas à cause du lieu qu'on consomme. C'est voilà, on était un petit groupe de personnes qui consommions à la faveur de certains concerts, etc. C'est une époque où je commence à consommer beaucoup de speed, hein, donc c'est de la cocaïne bas de gamme, voilà, à 20 euros le gramme. Pendant 3 ans, ouais, je sais pas, 2-3 ans, ça y va, speed, bah, coke quand il y en a, etc. LSD, machin, encore un petit peu tous les produits. Je suis pas encore sortie de mes dépendances. Le tabac, bah, je fume toujours. Euh, mais je vais découvrir là mon vrai poison en 2015. Je vais découvrir mon putain de talon d'Achille. Je pensais que c'était la morphine, je pensais que c'était les opiacés. Aujourd'hui, c'est tout à fait fini, mais c'était pas ça mon talon d'Achille. Euh, je vais découvrir la morphine, la cocaïne en injection. La cocaïne, je l'avais goûtée en trace, comme tout le monde, hein. Enfin comme tout le monde, comme tous les personnes qui auront goûté à ce produit. Nif ou en fume, en base, donc j'en avais basé, c'est du crack en fait, hein. Voilà, on purifie à l'ammoniac et on met la coke et on la fume. Et là, je découvre la cocaïne en injection. Et la cocaïne en injection, c'est un truc de fou. Ça fait l'effet tout à fait opposé de la cocaïne en sniff, c'est-à-dire que ça te met dans une espèce de bulle de retrait où, où tout est adouci, tout est amorti. C'est une expérience tout à fait inédite pour moi quand je le découvre. Et je passe l'année 2015. À cette époque, je travaillais depuis 3 ans dans la vente. J'avais un contrat de... J'étais à mi-temps dans la vente en fait de chaussures. Et en fait où tout passait dans la coke pendant quelques mois. Et je me mettais des taquets, des shoots de cocaïne si forts, j'aurais pu mourir 100 fois, j'aurais pu mourir tellement de fois, que en fait je composais le numéro des pompiers juste avant d'aller sur la pompe et de m'injecter et de partir parce que tu as un rush, un flash qui est hyper important et hyper fort avec ce produit. Il faut le savoir. Si vous consommez de la cocaïne, déjà n'en consommez pas. Euh, mais surtout, surtout pas en la fumant en crack, mais encore moins en injection. En injection, c'est d'un danger, c'est terrible. D'ailleurs, j'ai des chiffres qui sont là. J'ai des chiffres qui sont là, mais qui sont dans le téléphone avec lequel je filme, donc que je ne vous donnerai pas. Mais voilà, s'injecter de la cocaïne, ça multiplie par 26 le risque d'AVC, le risque d'arrêt cardiaque. J'écoutais mon cœur ralentir. C'était une forme d'autodestruction, hein. On va pas nier qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est évident. Et là, voilà. Donc, voilà l'historique de mes addictions. Il y a eu cette période donc, de consommation de cocaïne en intraveineuse. Et puis, j'ai passé mes 30 ans. Bon, ça, c'était encore bien plus tard, 3 ans plus tard. Là, aujourd'hui, j'en ai 35 et je viens de passer 4 ans donc en Bretagne, à Saint-Malo, avec, fort heureusement, mon ex-conjoint qui ne consommait pas, qui ne consommait rien du tout, si ce n'est de l'alcool. Cette rencontre m'a fait beaucoup de bien parce que de fait, bah, ça m'a éloignée de cette ville et de ses fréquentations, même si c'est toi hein, qui pousse le piston de la seringue. Enfin, bon, on ne peut jamais remettre la faute entièrement, ou même voilà, sur quelqu'un d'autre. Mais j'ai rencontré cette personne qui ne consommait pas, dont je suis tombée follement amoureuse. Je suis allée à Saint-Malo, j'y ai habité pendant 3 ans. On s'est séparés d'un commun accord cet été.
Je suis partie en toute précipitation, je suis revenue en Auvergne, et là, ben, je suis encore en Auvergne, ça traîne, ça traîne et ça traîne. Ça traîne si bien qu'il s'est passé ben, plein de... enfin, voilà, ça fera l'objet sans doute d'une autre vidéo. Putain, j'ai du mal à le dire, c'est fou. Bref, vous avez compris au moins l'historique de mes addictions, lesquelles elles ont été. Pour ce qui est du coup des opiacés, de la morphine, enfin de l'héroïne et de la morphine, comme je le disais dans une autre vidéo, je suis aujourd'hui substituée, donc ça c'est réglé, ça va bien. Mais il me reste un démon, le boss final, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait t'es toujours, t'es jamais sauvé, t'es toujours susceptible de rechuter. Bref, voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que ce ne sera pas trop long. Et puis, ben, je pense là à très vite, mauvaise troupe, pour vous dire pourquoi je suis là et pourquoi je suis à la campagne.